Bonjour à tous et merci d'être là aujourd'hui et merci pour ceux qui sont sur le Meet d'être à distance. Aujourd'hui, on va parler de dette technique et de santé mentale. Je ne sais pas s'il y en a certains qui font du jeu de rôle et qui ont la référence du titre, mais on va y venir plus tard. Donc je me présente, Anna Catolino, je suis une ancienne développeuse PHP. Actuellement, je suis chef de projet SI et manager d'une équipe de PHP et de Java, qui sont en partie ici présents. Et je suis aussi la créatrice du podcast Le Bureau des dettes, qui est dédié à la dette technique. En fait, c'est des interviews et de personnes du monde de l'informatique autour des problématiques de la dette technique. Donc, avant de démarrer, un petit point information. Donc, on va parler de généralités statistiques qui peuvent en effet varier de vos expériences personnelles. Donc, parfois, vous ne vous retrouvez pas du tout dans les exemples ou dans les stats qui sont évoqués. C'est normal, c'est le principe d'une généralité. Et voilà, donc parfois ça fera écho, parfois non. Ensuite, la notion de dette technique, elle est discutée dans sa définition, dans ce qu'on peut mettre dedans, dans son évolution, dans son traitement. Donc, n'hésitez pas à consulter plusieurs sources. Il existe de nombreux articles en ligne. Franchement, il y a pas mal de blogs qui en traitent et pas mal d'articles donc, pour approfondir les notions. Ensuite, nous allons aborder une histoire fictive, donc toute ressemblance avec une histoire réelle est fortuite, même si probablement que ça fera écho à certaines expériences pour certains. Et ensuite, toutes les entreprises n'ont heureusement pas le même fonctionnement que l'exemple qu'on va évoquer aujourd'hui. Et enfin, petit rappel, en cas de souffrance psychique, vous pouvez vous tourner vers un professionnel de santé. Il y a aussi des numéros d'urgence, des numéros d'écoute qui sont disponibles et la liste de tous les numéros est sur le site amélie.fr. Donc vraiment, si soit vous êtes témoin de souffrance psychique, soit vous en subissez vous-même, n'hésitez pas à consulter quelqu'un qui a été formé pour ça. Donc déjà, quelques petits rappels sur la dette technique. Donc la dette technique, qu'est-ce que c'est? C'est une notion qui a été formalisée par Ward Cunningham, qui est notamment un des co-signataires du manifeste Agile. Et donc l'idée, c'est qu'il a comparé les itérations de code à un prêt bancaire, plus ou moins. Et qu'en fait, à chaque fois qu'on fait une itération, on s'endette. Si on rembourse tout de suite, il n'y a pas de souci. Mais si on ne revient pas sur son code, on va commencer à payer des intérêts sur cette dette. Et donc petit à petit, ça va faire effet boule de neige. Et au fur et à mesure, la dette, elle va grossir. Et aussi bien, le projet va arriver à un point de non-retour et on ne pourra plus le faire évoluer. On croulera sous cette dette technique. Hop. Donc petit schéma, donc on voit bien ici, plus la dette technique augmente, plus le budget de maintenance est nécessaire, donc là ça ne plaît pas du tout aux entreprises, et l'évolutivité du produit, elle crache complètement jusqu'à arriver donc, au fameux point de non-retour, où on va être obligé soit d'abandonner le projet, soit de le réécrire complètement. Donc là ça peut commencer à coûter très cher, même en termes financiers. À mon sens, on a vraiment 3 types de dettes. On a la dette volontaire, donc soit on part sur un proof of concept, on sait que le code, on va le jeter, on veut juste montrer que le système, il fonctionne. C'est pas grave, on veut aller vite. Soit on a un besoin qui est vraiment urgent, on a une fonctionnalité qui est vitale et là, on va, aller au plus rapide, mais il faut quand même prendre le temps plus tard de réécrire. On a aussi la dette qui est involontaire, l'erreur humaine, on fait tous des erreurs en codant, ça peut arriver. On laisse quelque chose qui n'est pas super propre, on s'en est pas rendu compte. Et aussi la mauvaise maîtrise de dépendance externe. On a ensuite celle qui me semble la plus dangereuse, c'est la dette par négligence. En fait, la dette par négligence, c'est des montées en version tardive, c'est des fonctionnalités qui vont être empilées, une architecture qui n'est pas trop remise en question. Si ça marche depuis 5 ans, pourquoi ça ne marcherait pas les 5 années qui viennent? Et de la duplication de code, parfois par flemme, parfois par oubli. Et en fait, cette dette par négligence, elle est aussi dangereuse parce que ce pas des événements qui sont marquants dans la vie d'un développeur, dans la vie d'un projet. On ne va pas forcément s'en rendre compte, on ne va pas forcément tilter, mais c'est plein de petites choses qui, au fur et à mesure, vont s'accumuler et vont former donc, cet effet boule de neige dont on parlait et qui, au bout d'un moment, vont vraiment cracher le projet. Et donc, on a vu que ça pouvait être terrible pour le produit, mais ça peut aussi être vraiment terrible pour l'humain. Et là, je vous propose donc de suivre l'aventure d'un lead dev dans les méandres du code legacy. Hop là. Donc, je parlais de jeux de rôle. Je ne sais pas s'il y en a certains qui sont familiers. Levez la main, ceux qui ont déjà fait du Cthulhu. Ici.
Est-ce que tu avais la référence du titre? Yes. En fait, dans Cthulhu, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est la notion de point de santé mentale. En fait, on fait l'aventure et au fur et à mesure des événements, on va perdre des points de santé mentale. Alors dans Cthulhu, c'est rigolo parce que ça nous amène à faire des actions qui sont pas forcément pour notre camp. Dans la vraie vie, perdre ses points de santé mentale, ça peut amener à un drame humain, ça peut amener au burn-out, à des problèmes psychiques. C'est quand même moins fun. Et donc là, je vous propose qu'on suive, toute l'aventure de notre petit lead dev. D'ailleurs, il faut qu'on lui choisisse un prénom. Est-ce que quelqu'un a un prénom, à donner? Dylan. Est-ce que quelqu'un a un autre prénom? Marc? Eh ben... Eh ben, en avant, Marc. Encore une fois, toute ressemblance avec la réalité est complètement fortuite. On se rappelle. Donc, Marc, il est lead dev depuis 5 ans. Il est dans une entreprise d'environ 200 personnes. Il a des points réguliers avec la gestion de projet. Il a 6 développeurs sous sa responsabilité et il est managé directement par le DSI. Et on lui met 5 points de santé mentale. Hop là, donc le contexte du projet, là je pense que vous commencez à sentir un peu le problème. Il a été développé au fur et à mesure de l'évolution des besoins. Il y a eu très peu de refacto, on a un peu empilé les fonctionnalités. Il a été démarré il y a 15 ans et du coup il y a une importante partie de legacy. Donc là je pense que vous voyez un peu le souci. Donc on va suivre l'aventure de Marc. Donc l'histoire commence par la demande de la gestion de projet. Donc les process ont évolué. Il faut ajouter une colonne dans un tableau pour faire apparaître la raison sociale des clients. Jusque-là, rien de difficile. Globalement, ça semble assez basique. Donc Marc, il fait l'analyse. Et puis là, déjà, l'analyse, elle n'est pas très agréable à faire parce qu'on est sur un code legacy. Donc c'est assez pénible. Ça prend du temps, plus que ça en devrait. Et puis, en fait, il se rend compte que l'info, elle se trouve sur un autre outil de l'écosystème et que ça demanderait de faire un call API par ligne de tableau. Donc là, ça devient plutôt laborieux. Donc là, déjà, il perd 0,5 points de santé mentale, parce que ça a quand même pas été un très très bon moment. Et puis du coup, X, donc Marc, propose une refacto pour créer une base de données commune aux 2 outils. C'est plutôt la bonne idée. Ça permettrait d'ajouter la colonne et puis de faire davantage coller la structure du projet au nouveau fonctionnement de l'entreprise. Ça a l'air plutôt sympa, il est vachement motivé, il propose ça. Et comme vous en doutez, la hiérarchie, elle refuse. La hiérarchie, elle refuse parce qu'elle ne comprend pas. Elle a besoin immédiatement de cette colonne, il faut que ça fonctionne. Et on ne va pas partir de nos refacto, on ne va pas commencer à modifier les données des bases par refaire une base commune pour 2 outils. Et puis elle ne comprend pas comment une si petite demande peut entraîner une réponse aussi grosse et aussi complexe. Parce que elle n'est pas sensibilisée à la dette technique. Donc là, Marc, il repère encore 0,5, parce que c'est rude de ne pas se faire accepter son idée, surtout qu'il sait que c'est ce qu'il faut faire. Entre-temps, Marc, il fait aussi plusieurs reviews de code, donc avec les développeurs qu'il a sous sa charge. Il constate qu'en fait, tous les devs juniors dont il est le garant, ils prennent des mauvais réflexes à force de travailler sur le projet. Parce que quand on voit tous les jours du code un peu legacy, on ne prend pas forcément les bonnes pratiques. Et puis, quand on voit du code moche, on n'a pas forcément la motivation de faire quelque chose de beau à côté. On se dit, à quoi ça va servir? De toute façon, ce projet, entre guillemets, il est un peu pourri. Donc, on ne va pas y aller. Donc là, il prend encore 0,5 parce qu'il est quand même embêté, il se sent garant de ça. Et ensuite, il y a l'utilisateur, d'un coup, qui pop, celui qui a fait la demande pour l'ajout de colonne et qui fait remonter en codir que la colonne, elle est indispensable et qu'il ne peut plus travailler sans cette colonne. Donc là, c'est le drame. Le codir, il est super difficile. Le DSI, il peine à faire entendre le blocage. Encore une fois, la dette technique, c'est un truc qui n'est pas du tout entendu. On veut de la fonctionnalité rapide, on veut que ce soit fait vite, parce que là, on a un utilisateur et qui, peut-être à juste titre, nous dit qu'il ne peut plus travailler sans cette information. Et donc là, l'ordre est donné à Marc de dupliquer la donnée malgré les risques de désynchro entre les 2 outils. Donc on va avoir l'info sur les 2 bases, et puis advienne que pourra. Donc là, il perd 2 points, parce qu'il sait que c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il sait que ça va poser des problèmes, on ne l'a pas écouté, là ça commence à devenir vraiment difficile. Et donc la fonctionnalité, elle sort, la vie suit son cours, et puis Marc, il est priorisé sur autre chose, et il n'y a même pas de réflexion sur la synchronisation, parce qu'encore une fois, il faut faire vite, il faut y aller.
Bon, encore une fois, toutes les entreprises ne fonctionnent pas comme ça. Là, on est dans un cas un peu, un peu extrême. Mais ça peut arriver. Et donc, 8 mois plus tard, quelle surprise! Le DSI appelle Marc en panique. Il y a une désynchro sur les données. Les services qui utilisent les deux outils n'arrivent plus à se coordonner. Ils n'ont plus les mêmes informations. Le DG est furax. Il demande comment on en est arrivé là. On se demande bien comment on en est arrivé là. Et du coup, Marc, il va passer 2 jours sur un script de synchro qui va faire tourner toutes les nuits pour vérifier l'entièreté du parc. Voilà, c'est la cata. Et donc là, il perd un point de santé mentale. Parce que là, il en peut plus. En plus, lui, il avait proposé une refacto. Il sait que c'était la bonne solution. Là, il se retrouve avec un script aussi bien, le parc qui va grossir. Et au bout d'un moment, la synchro, elle durera plus d'une nuit. Ça va être une catastrophe. Mais Marc, on le félicite. La direction est super contente parce qu'il a sauvé la situation. Mais lui, ça lui fait pas plaisir. Ça lui fait pas plaisir parce qu'en fait, on le félicite pour un truc qui supporte pas. En fait, là, on lui a imposé une solution. Il a dit depuis le début que c'était pas ce qu'il fallait faire. Il y a eu des problèmes. Il le savait, il avait anticipé et il a fait que globalement de la gestion de problèmes. Et ça, ça c'est dur. Et du coup, là, il a plus de points de santé mentale et il répond plus pendant 2 jours. Et puis le 3e jour, il envoie son arrêt maladie à son manager et à son RH. Et là, c'est le drame qui commence à apparaître. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est devenu si dur? Pourquoi finalement, Marc, ça l'a impacté? Aussi bien, c'est qu'un travail, on peut passer à autre chose. Oui, mais c'est pas si simple. Donc déjà, on a les acteurs extérieurs, donc une incompréhension totale de la hiérarchie, qui n'est pas sensibilisée aux coûts financiers et humains de la dette technique. Elle veut du résultat immédiat, elle n'a pas envie d'anticiper. Elle, on lui dit qu'il y a un service qui ne peut pas fonctionner, elle veut une solution tout de suite. Sauf que on manque un peu de big picture, on manque un peu de vision sur l'avenir. Et puis, en plus, elle se dit que Marc, c'est peut-être un peu un perfectionniste et que il était peut-être un peu excessif en proposant cette refacto. Finalement, c'est un développeur, il est le dev. Peut-être que dans sa tête, la hiérarchie, elle se dit que lui, il travaille surtout pour faire du beau code. Mais c'est pas forcément le cas. Et puis chez Marc, en fait, c'est un peu plus compliqué parce que déjà, il y avait un impact sur le quotidien. En fait, les développements, ils étaient déjà laborieux depuis longtemps. Ça pesait au quotidien, on l'a vu sur son analyse. C'était long et douloureux pour quelque chose qui était vraiment pas grand-chose normalement. Et puis lui-même, il monte peu en compétence en fait, parce qu'à force de faire des fixes à droite, à gauche, il peut pas faire du beau code, il peut pas essayer de nouvelles choses, il peut pas faire réfléchir sur l'architecture, ça on lui permet pas. Et puis il sait qu'il a contribué à la perte de qualité du code. Donc c'était déjà un code dont il souffrait du manque de qualité, et là il a rajouté sa petite brique à lui. Et ça c'est douloureux. Il a conscience qu'en fait son développement il aura des répercussions ultérieures, que ce soit pour lui ou pour les développeurs qui vont lui succéder. Et puis il y a eu un conflit de valeurs. En fait, ces valeurs, elles ne sont pas en accord avec celles de la direction. Et du coup, les félicitations, pour lui, elles ont été extrêmement violentes. Parce que vraiment, on l'a félicité d'avoir fait quelque chose qui n'était pas du tout en accord avec ce qu'il souhaitait faire. Et puis vraiment, toutes ces attentes, elles ne correspondent pas à ce que lui s'imagine de son poste. Parce que pour lui, en fait, son poste de lead dev, c'est déjà d'être garant d'un code robuste et évolutif. Et puis, c'est d'être garant de la montée en compétences des développeurs. Donc on a vu que le code robuste et évolutif, c'est foutu, ça marche pas. Et puis la montée en compétences des autres développeurs, ça marche pas non plus. Puis il y a quelque chose qui est intéressant, parce que lui, il se sent garant. Et quand on est garant, on attend de se sentir écouté et considéré. Et là, on a vu que c'était absolument pas le cas. La direction, elle a imposé la solution, elle n'a pas voulu l'écouter, et elle s'est dit que lui, la solution qu'il proposait, en fait, c'était juste une marque de perfectionnisme. Donc là, on a le trio gagnant. Et en fait, il y a quelque chose qui est assez intéressant que nous explique Yves Clos dans son ouvrage Le travail à cœur. C'est un peu une spécificité française, mais je ne sais pas comment ça se passe à l'étranger, mais en tout cas en France, on a de fortes attentes sur la réalisation personnelle au travail. En fait, le travail a une place très importante dans la vie sociale. Et quand on se sent en décalage avec nos valeurs travail, en fait, c'est nos valeurs personnelles qui sont atteintes. Encore une fois, c'est des généralités statistiques, ça peut ne pas parler à certains d'entre vous, mais ça peut aussi s'expliquer comme ça. C'est-à-dire qu'on met énormément dans notre travail, surtout quand on a des métiers qui peuvent être en partie des métiers de passion, comme le développement. C'est des choses, pas mal de personnes ont des side projects, pas mal de personnes font de la veille technique, c'est des métiers où on peut s'investir énormément. Et quand en fait, cet investissement et ces valeurs qu'on a mis
dans notre réalisation personnelle ne sont pas en phase avec ce qui se passe au travail, et ben, ça peut amener à des burn-out, ça peut amener à des dépressions, ou en tout cas à une dissonance entre les valeurs qu'on attend et les valeurs qu'on reçoit au travail. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il n'y a pas de solution absolue, en tout cas pour l'instant, j'en ai pas trouvé. Mais il y a des pistes qui peuvent être un peu étudiées en fonction de la situation. Bon, déjà, faire en sorte que chacun se sente entendu, ça semble la base, mais c'est toujours bien de le rappeler. Et puis, il y a recentrer le projet sur son pourquoi. Parce que l'idéal, en fait, ce serait de travailler pour un objectif commun, partagé, et que ce soit plus vu dans la tête des entreprises, ou même dans la culture de l'entreprise, comme les développeurs qui se battent pour avoir un code propre et les utilisateurs qui se battent pour avoir leur fonctionnalité. Parce que souvent, cette opposition, elle est faite. Et c'est ce qui a en partie amené la hiérarchie à penser que Marc, il était perfectionniste. Donc l'idée, ce serait vraiment de se retrouver tous sur un objectif et de voir ça comme une vision sur le long terme. Et là, peut-être que la refacto, elle aurait été acceptée, parce que peut-être que la hiérarchie aurait compris que c'était bien pour l'avenir de l'objectif commun. Ensuite, il y a valoriser la qualité au travail. Ça, on ne va pas le mentir, c'est principal, c'est ce qu'on a vu précédemment. La qualité, ça permet aussi que ces valeurs soient reconnues, et on le verra aussi un peu plus tard dans un exemple dont je vous parle. Ensuite, il y a bien sûr sensibiliser au coût de la dette technique. Et là, pour le coup, la sensibilisation au coût financier, ça peut intéresser jusqu'à très haut dans l'entreprise. Ça peut être un levier qui permet de comprendre l'impact. Et puis ensuite, on peut amener l'impact humain, qui d'ailleurs, l'impact humain peut aussi être un impact financier. C'est-à-dire que si on perd un développeur parce qu'il n'en peut plus de bosser sur le projet, on perd ses connaissances. Parce qu'en général, quand il n'en peut plus, il ne va pas partir en faisant une magnifique passation. Il va partir après un arrêt maladie, ou il va partir en posant sa démission avec un grand sourire. Et là, on perd énormément. Et ça aussi, il faudrait que les hiérarchies l'entendent. Et puis, sensibiliser aux risques psychosociaux. C'est important que les managers sachent qu'il y a des points de rupture, que les managers puissent suivre et accompagner tout, même que ce soit des développeurs ou d'autres, que toute personne managée puisse être accompagnée et qu'il y ait des formations là-dessus. Et donc, la dernière petite histoire que je voulais vous raconter, en fait, c'est pas une histoire de code, c'est une histoire de biscuits. Parce que la dette technique, c'est un exemple du danger de la perte de qualité, mais en fait, il en existe d'autres. Il existe notamment l'exemple d'une usine Lu en région parisienne que nous rapporte Monique Laborde, qui était infirmière du travail dans cette usine à l'époque. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1989, à la suite d'une opération boursière, le groupe BSN, futur Danone, va prendre le contrôle de Belin. Et en fait, les ouvriers qualifiés, ils vont sentir, suite à cette reprise, que dans l'entreprise, c'est plus les mêmes odeurs. Eux, ils fabriquent des biscuits. Et c'est plus les mêmes odeurs, et leur joie au travail, elle disparaît, parce qu'en fait, ils comprennent que la recette est en train de changer. Et que ils ont un doute sur le fait que les ingrédients, ils soient de la même qualité. Ils ont l'impression que le lait, c'est remplacé par du lactosérum, que le beurre est de moins bonne qualité. Et donc là, ils ont l'impression de vraiment baisser en qualité dans ce qu'ils produisent. Et on pourrait se dire, oui, mais à la fin, ils sont payés. Non, ça les impacte. Ça les impacte énormément parce qu'ils tirent plus de fierté dans ce qu'ils faisaient. Parce qu'en fait, c'était des ouvriers qui étaient très attachés à leur production, aux biscuits qu'ils produisaient. Et là, ils se rendent compte que le biscuit qu'ils produisent est en train de changer. Et en fait, ces ouvriers, ils ont subi une forte perte de motivation. Et la situation dans l'entreprise s'est énormément dégradée. Ils sont tombés dans un cercle vicieux où il y a une perte de motivation, donc il y a une perte de qualité, et ça continue. Et en fait, on se rend compte que finalement, comme les biscuits, un code de moins bonne qualité, ça diminue la motivation des développeurs. Et c'est ça qui est vraiment important. La valeur de ce qu'on produit, c'est aussi le plaisir qu'on retire à le faire. Et ça, c'est quelque chose qui, si ça diminue, peut énormément impacter le moral, la motivation, et entraîner du coup des risques de souffrance psychique, de burn-out, de dépression, ou même juste de ne pas être heureux au travail au quotidien, et sachant qu'on y passe minimum 35 heures, c'est quand même dommage. Et je vous remercie de m'avoir écouté, et si vous avez des questions, je suis disponible. Puis merci à Marc, notre lead développeur. Yes. Ouais, moi, il y a un rôle dont tu as très vite parlé, qui pour moi, tout le problème de Marc autour de lui, c'est le fameux DSI qui, lui, est normalement censé
faire le lien entre l'argent et la technique. Donc, pour moi, c'est lui qui a totalement foiré dans l'histoire et qui a poussé Mark au burn-out. De mon avis. Alors, en effet, il a un énorme rôle à jouer. En général, on se rend compte que c'est plus un système parce que le DSI, mine de rien, il fait partie ou non d'ailleurs du CODIR. Au-dessus de lui, il y a quand même toute une hiérarchie qui décide et il peut être, comme tout le monde, avoir des pressions, il reste... Donc en fait, pour moi, oui, le DSI a une énorme part à jouer, tout comme la gestion de projet a une énorme part à jouer là-dedans. Mais c'est vraiment tout un système qu'il faut sensibiliser. Pour moi, il faut y aller de la gestion de projet jusqu'au DG. Il faut que tout le monde puisse comprendre l'intérêt qu'il a à traiter de la dette technique. Mais en effet, le DSI avait une énorme part à jouer dans cette histoire. Oui, parce que généralement, le DSI, en plus, a le salaire qui va avec. Tout à fait. Tout à fait. Oui, non, bien sûr. Mais le DSI peut être actionnaire, mais en général reste aussi employé. Et il est aussi, lui, tributaire des décisions du DG et de la hiérarchie. Est-ce qu'il y a d'autres... Mais parfait. Bon, n'hésitez pas si jamais vous avez des pensées qui reviennent après, je reste à disposition. Et merci beaucoup. Merci. Je sais pas... Est-ce que je vais...